À Noël, mon père a dit « Il n'a jamais vraiment été notre fils. C'est plutôt un locataire qui n'a jamais payé de loyer. » Ma sœur a chuchoté à ma mère. « Pourquoi tu l'as invité? Il sent la pauvreté. » Je me suis simplement levé, j'ai dit que j'en avais fini et je suis parti. Mais le vrai karma leur est tombé dessus une semaine plus tard. Salut Reddit. Après 3 ans de silence, ma famille m'a invité à la maison pour Noël, juste pour m'humilier. Voici ce qui s'est passé. Accrochez-vous. Moi, Mathieu, 31 ans, j'ai passé toute ma vie à être l'enfant oublié de la famille. Ma sœur Élodie, 34 ans, a toujours été l'enfant prodige, celle qui a réussi, selon mes parents. Je répare des systèmes de chauffage et de climatisation pour vivre. Oui, ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête, qui paye les factures. Élodie, elle travaille dans le marketing digital, ce qui veut dire qu'elle poste des trucs inutiles sur Instagram et arrive à convaincre des entreprises de la payer pour ça. En grandissant, c'était toujours « Élodie a eu des A partout », pendant que mon bulletin avec des B+, n'obtenait qu'un haussement d'épaule. Élodie a fait partie de l'équipe de débat, alors que ma place dans l'équipe d'athlétisme ne comptait pour rien. Je me suis entraîné comme un fou, j'ai battu un record du lycée au relais 4x400 et mon père n'est même pas venu voir la compétition. Quand j'ai eu besoin d'argent pour l'université, papa a dit de trouver un job. Quand Élodie a voulu partir étudier à l'étranger, ils ont carrément hypothéqué la maison. Ma mère Colette, ancienne agente immobilière, passe maintenant ses journées sur Facebook à relayer des théories du complot et à raconter à tout le monde à quel point sa fille a réussi. Mon père Gérard est comptable. Il pense que son poste dans la même boîte ennuyeuse depuis 30 ans fait de lui Warren Buffett. Il se vante de faire les impôts à l'ancienne comme si c'était un exploit. Je me souviens quand j'avais 16 ans, j'ai retapé le moteur du camion d'un pote. 3 week-ends, des tutos YouTube, des mains en sang. Quand on a enfin réussi à le faire tourner, j'ai appelé mon père pour lui montrer. Il a regardé 5 secondes, a pointé une tache d'huile normale dessous et a dit « T'as raté le joint ». Puis, il est rentré regarder pour la 5e fois la compétition de débat d'Élodie sur le caméscope familial. Je n'étais plus allé chez eux depuis presque 3 ans. Pas d'appel, pas de visite, même pas une carte de Noël. Maman m'envoyait parfois des textos pleins d'émojis bizarres qu'elle ne savait pas utiliser. Je répondais juste par politesse. Alors quand elle a appelé pour Noël disant que tout le monde serait là, que papa s'était assagi, j'aurais dû me méfier. Mais pour une raison idiote, j'ai dit oui. Peut-être que je croyais que les choses avaient changé. Peut-être que je suis juste un idiot. Les 8 heures de route ont été brutales. Le chauffage du camion s'arrêtait toutes les 20 minutes, je devais bricoler le faisceau de câbles à chaque pause, les doigts gelés. Je me suis à peine arrêté, je voulais juste en finir. En arrivant, la maison n'avait pas changé. Cette prétentieuse maison en briques à Lyon-Pelouse impeccable, même en décembre. Papa a ouvert la porte, m'a regardé comme si j'étais un livreur. « T'es en retard », il a dit en se poussant. Pas d'accolade, pas de sourire, juste un regard à sa montre, comme si j'étais un employé en retard. Maman est sortie en s'essuyant les mains sur une serviette, comme si j'étais parti 3 jours au lieu de 3 ans. Elle m'a fait un câlin gênant, puis direct « T'as pris une chemise correcte? On fait des photos de famille demain. » Élodie était scotchée à son téléphone sur le canapé. Elle a levé les yeux. « OMG, je pensais pas que tu viendrais. Jolie coupe de cheveux très économique. » Vraiment un accueil chaleureux. Le réveillon, ce n'était que du bruit et des sourires forcés. Maman donnait des ordres à personne Élodie sur Zoom, avec ses amis influenceurs, se vantant de sa BMW et de billets de concert. J'ai proposé d'aider pour le dîner. Touche à rien dans la cuisine, qu'on m'a dit. J'aurais dû partir là, mais au lieu de ça, je suis allé réparer leur porte de garage qui faisait un bruit horrible. Personne n'a remarqué. Le dîner, on aurait dit une photo de magazine. Maman m'avait placé tout au bout de la table, le plus loin possible des invités importants. Le frère de papa, oncle Bernard, était là avec sa femme Sylvie. Bernard, c'est le seul qui m'ait toujours traité normalement. Il est plombier, il aime travailler de ses mains comme moi. Quand j'étais gamin, on allait pêcher ensemble, pendant que papa aidait Élodie à son expo-science. Mon pote Manu était aussi là, idée de maman.
mon meilleur ami du lycée qui a réussi, selon ses mots, en devenant responsable IT. Je pense qu'elle l'a invité pour me montrer à quoi ressemble le vrai succès. Sauf que Manu ne supporte pas ma famille non plus, il est juste venu pour me soutenir. Il est arrivé avec un pack de boissons énergisantes et son casque gaming autour du cou tout droit sorti d'une session marathon. La tête de maman quand elle l'a vu inoubliable. Tout le monde a fait semblant d'être une famille heureuse. Maman et Élodie parlaient tout le temps. Moi, je découpais ma nourriture en petits carrés juste pour m'occuper. Chaque fois que j'essayais de parler, Élodie levait les yeux au ciel, ou maman trouvait soudain quelque chose à faire en cuisine. J'ai mentionné la porte de garage réparée, papa a juste grogné, puis a demandé à Manu comment allait sa carrière. Alors Mathieu toujours a réparé des climatiseurs, m'a lancé mon père avec ce sourire suffisant me coupant, alors que j'expliquais à oncle Bernard un gros chantier que je venais de décrocher. HVAC, papa, résidentiel et commercial. Je viens de terminer toute l'installation d'un complexe sportif en ville. Ouais, rappelle-moi combien ça paye déjà. Sans même lever les yeux de son assiette, oncle Bernard a tenté de changer de sujet. Mathieu a des compétences que beaucoup envieraient. Tu devrais voir ce qu'il a fait dans ma cave. Le gars du devis voulait me prendre 5 000. Mathieu l'a fait en un week-end, juste le prix des pièces. Mais Élodie n'a pas pu s'en empêcher. Papa ne l'embarrasse pas, tout le monde ne peut pas réussir. Il y en a qui restent bloqués au lycée. Elle m'a regardé avec ce faux sourire compatissant, en ajustant sa montre de luxe. Puis, alors que je découpais le jambon, papa a posé sa fourchette et a lâché la phrase qui a tout brisé. Honnêtement, il n'a jamais vraiment été notre fils. Plutôt un locataire qui n'a jamais payé de loyer. Le silence s'est abattu sur la pièce. Les yeux de Manu se sont écarquillés. Ma main est restée figée, le couteau au milieu du jambon. Alors Élodie s'est penchée vers maman et a chuchoté assez fort pour que tout le monde entende. « Mais pourquoi tu l'as invité? » Il pue l'échec et l'eau de toilette Lidl. Elles ont ricané comme si c'était leur blague secrète. Oncle Bernard s'est levé renversant son verre d'eau, mais je l'ai devancé. Je n'ai pas crié ni demandé pourquoi. Je me suis levé, les aïe tous regardés, et j'ai dit « J'en ai marre de vos conneries. » Je suis parti à bousculer le centre de table sans faire exprès, mais je ne me suis pas arrêté pour le ramasser. Manu m'a suivi, a attrapé sa veste et levé un doigt d'honneur sur son passage. Personne d'autre n'a essayé de me retenir. Personne n'a appelé. Je suis monté dans mon camion et je suis parti sans me retourner une seule fois. Le trajet du retour était calme. Pas triste, juste définitif. Quelque chose venait de se terminer pour de bon. Le chauffage du camion a marché parfaitement tout le long, comme si l'univers me disait « Bien joué, mec ». Manu m'a envoyé un texto. La fin du repas était hyper gênante. Il est parti tôt lui aussi. Je suis rentré tard, j'ai balancé mes bottes et je me suis affalé sur le canapé télé en sourdine. Je n'en ai parlé à personne. Le lendemain matin, retour au boulot comme si de rien n'était. Rampant sous un restaurant pour réparer une canalisation gelée à 7 heures du matin, le 26 décembre. Une semaine a passé. Je réparais une chambre froide dans un resto câblant des thermostats La Routine. Les cuistots m'apportaient des assiettes pendant que je bossais. De la vraie bouffe préparée par des gens qui respectaient mon travail. Parfois, je repensais à ce qu'avaient dit mon père ou Élodie, mais ça a cessé de faire mal au bout de quelques jours. Leurs conneries, j'y étais insensible depuis des années. Là, c'était juste officiel. Manu est venu ce week-end-là, on a joué à coude en buvant des boissons énergisantes. Il n'arrêtait pas de dire que je devrais les couper définitivement. Mec, je pense qu'ils m'ont déjà coupé. On a passé la soirée à monter une config gaming à partir de pièces récupérées, transformer un mini-frigo en boîtier PC refroidi. Franchement, ça marchait bien. Puis un mardi, juste après le déjeuner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, un autre appel. J'étais en haut d'une échelle, j'ai failli ne pas répondre. Cette fois, oui. C'était maman, la voix tendue tremblante, comme jamais je ne l'avais entendue. « On a besoin d'aide. » Il s'avère que papa a été viré 2 jours après Noël. Pas licencié. Viré. Un problème de compte, elle restait vague. Traduction, il truquait les chiffres, il s'est fait choper.
On lui a confisqué son badge, son téléphone, escorté dehors comme un criminel. Le parfait comptable viré devant tout le monde. Élodie venait aussi de découvrir que son copain Baptiste mentait sur leurs finances depuis des mois. Monsieur, gérant de fonds spéculatifs, était en fait noyé sous les dettes. Sa BMW était en leasing, 3 mois de retard, son appart allait être saisi. Tous ses posts Instagram sur leur vie glamour du pipeau. Baptiste ouvrait des cartes de crédit à leurs 2 noms, les explosait en vêtements et restos, puis faisait des transferts de soldes. Tout s'effondrait et c'est moi qu'on appelait. Le gage du hatchback qui aurait raté sa vie. J'ai juste écouté pendant que ma mère pleurait ce qu'elle n'avait jamais fait même enfant. Elle disait qu'il ne savait plus vers qui se tourner, que j'étais le seul sur qui il pouvait compter. L'ironie était tellement forte que j'aurais pu la couper au couteau. On pourrait croire que ça fait du bien, après des années, à être traité comme une merde. Pas du tout. Ça sonnait faux, comme si on te demandait de prêter ta voiture après l'avoir rayée plusieurs fois. Je suis resté silencieux si longtemps que maman a demandé si j'étais toujours là. J'ai fini par dire que j'allais réfléchir, puis j'ai raccroché. J'ai fini l'installation tout vérifié 2 fois, puis je suis resté assis 20 minutes dans mon camion. Ce soir-là, à ma table, j'ai regardé mes économies. Je n'étais pas riche, mais prudent. Pas d'enfants, pas de folie, et mon affaire marchait mieux qu'il ne le croyait. Je venais de signer un contrat avec une nouvelle résidence 200 appartements à entretenir pendant 2 ans. J'avais de quoi aider si je voulais. J'ai appelé Manu pour avoir son avis. Il était en crise boulot, tapait sur son clavier pendant qu'on parlait. Son conseil? Si tu fais ça, fais-le en prêt avec des conditions par écrit. Ces gens sont toxiques, pas toi. C'est ta force. Et bizarrement, j'avais envie d'aider. Pas pour eux. Pour me prouver que je n'étais pas ce qu'ils disaient. Que je valais mieux. Aider ma famille, même si elle ne le mérite pas. Et Manu avait raison sur le prêt. J'ai rédigé un contrat simple, rien de compliqué. C'était un prêt avec intérêt raisonnable à rembourser en mensualité à partir de 60 jours. J'ai passé des heures à vérifier que tout était légal. J'ai envoyé à Élodie, de quoi sauver son appart, 15 000 € transférés direct à la banque, pas à elle. J'ai aidé papa à payer ses frais d'avocat 25 000 €. J'ai toutes gardé preuve de virements, contrats signés, conversations enregistrées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'enregistrais nos appels quand ils demandaient de l'argent. Parfaitement légal là où j'habite. Ils ont signé électroniquement le contrat avec horodatage et adresse IP. Évidemment, ils n'ont pas tout lu, juste cliqué en promettant de me rembourser dès que ça irait mieux. Maman a appelé larmoyante pour remercier. Élodie a écrit un texto tellement court qu'on sentait que ça lui coûtait physiquement de l'envoyer. On te remboursera quand ça ira mieux. Mais ça a marché. Leur problème immédiat était réglé. Papa a évité les poursuites en remboursant ce qu'il avait pris. Élodie a gardé son appart. Maman ne m'appelait plus en pleurs chaque nuit, et d'un coup plus de nouvelles, plus de suivi, plus de messages. Après quelques semaines, c'était comme si je n'avais jamais existé. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce qu'ils faisaient de mon argent. Je n'attendais pas de remerciements, mais ce silence restait comme un caillou dans ma chaussure. Je les avais aidés en pensant qu'ils ouvriraient les yeux, qu'ils me verraient, autrement qu'au moins ils feraient un semblant de me considérer comme un membre de la famille. Un jour, mon pote Louis, qui bosse dans une boîte audiovisuelle haut de gamme, m'envoie un texto « Mec, c'est pas ta sœur sur Insta », avec une capture d'écran. C'était une story d'Élodie posant avec Baptiste à un concert VIP. La légende? On est de retour prendre soin de soi, c'est important, vivre sa meilleure vie. Ah, ma poitrine s'est serrée. 500 € la place devant accès backstage, champagne, hashtags. I'm blessed, I'm manifesting. Tout ça 3 semaines après que je lui ai sauvé son appart. Le lendemain, mieux encore, un album Facebook de maman. Renouvellement de nos vœux. Des photos d'une cérémonie intime dans un resort à Annecy, tenue assortie photographe dîner à 40 personnes dans un resto, où le plat le moins cher est à 75 €. Tout ça alors que papa était censé être ruiné et en procès. Ils avaient utilisé mon argent de prêt pour des concerts des spas du paraître Instagram. Après m'avoir appelé en pleurant disant qu'ils étaient au bord du gouffre, pas une seule fois ils n'ont pensé à mentionner ça
à celui qui venait de leur prêter 40 000. J'étais sous la maison d'un client, en train de réparer une bouche d'aération. J'ai failli me cogner la tête tellement j'étais furieux. J'ai rampé dehors couvert de poussière, vérifié mon téléphone pour être sûr de ne pas rêver. Non, c'était bien Élodie taguée à ce spa, prendre soin de soi après une période difficile. Aucun tag pour le membre de la famille qui a payé tout ça. Je n'ai pas dormi de la nuit assis à ma table, bloc-notes devant moi, à repenser à tout. J'ai commencé à faire la liste de toutes les fois où ils m'ont traité comme un moins que rien. Papa comparant mon salaire HVAC à la carrière marketing d'Élodie à chaque réunion de famille. Maman qui oubliait de m'inviter aux événements. Élodie qui me piquait mon camion pour déménager, me le rendait avec le réservoir vide et une bosse qu'elle n'a jamais voulu réparer. Le lendemain, j'ai vérifié mon compte. Aucun remboursement. La première mensualité devait tomber dans une semaine, mais j'avais zéro espoir. Je suis allé bosser avec la boule au ventre passée la journée dans un grenier à installer un système pour un couple de jeunes parents. Le mari m'a apporté de l'eau, posé des questions sur l'entretien. Il écoutait vraiment. Sur la route du retour notification sur mon téléphone. Un texto d'Élodie. Pour le prêt, on peut repousser la première mensualité. On est un peu juste là. Merci. Aucune explication, aucune mention du concert ou du spa. Juste demander plus de temps alors qu'elle postait ses virées shopping. Je n'ai pas répondu tout de suite. En rentrant, j'ai découvert qu'ils avaient déjà franchi la ligne. Service de surveillance de crédit. Quelqu'un a essayé d'ouvrir une carte de crédit à mon nom dans un grand magasin. Demande refusée grâce à l'alerte de fraude que j'avais posée. La tentative venait d'une adresse IP du quartier d'Élodie. Là, c'était fini. Non seulement ils ignoraient les conditions du prêt, mais ils essayaient de me voler à nouveau tout en flambant mon argent. Je n'étais même plus en colère. J'étais juste fini. Ce qui avait commencé comme un exutoire est devenu autre chose. Pas un plan de vengeance, juste la décision de ne plus les protéger de la réalité, de les laisser enfin affronter les conséquences naturelles de leurs actes. D'abord, j'ai contacté ma banque, rassemblé tous les justificatifs de virement et contrats signés. Tout était en règle, pas des dons des prêts clairs acceptés par eux. J'ai tout fait certifier au cas où. Le directeur de la banque m'a reconnu, je lui avais réparé sa clim pendant la canicule. Il a accéléré la procédure. Ensuite, j'ai mis en place une surveillance de crédit renforcée. J'ai repensé au fait que Élodie avait gardé mes papiers pour mes impôts il y a quelques années. Elle avait tout gardé pour les impôts sans jamais expliquer. Mieux vaut être prudent. J'ai payé 100 € pour un service de surveillance complet. J'ai commencé à documenter leurs posts sur les réseaux captures des concerts d'Élodie, la cérémonie de maman, les sorties golf de papa. Des preuves de leurs dépenses pendant qu'ils ignoraient mes relances. Papa a même posté ses nouveaux clubs de golf le jour même de la première échéance du prêt. J'ai appelé oncle Bernard pour avoir son avis. Il n'était pas surpris. « Ton père vit au-dessus de ses moyens depuis 20 ans, m'a-t-il dit en pêchant. Toujours à vouloir mieux que les autres. Ta mère, pareil. Tu te rappelles la cuisine refaite après ton bac, sur 3 cartes de crédit différentes. Il a accepté d'être témoin si jamais je devais aller en justice. Manu pensait que je devrais laisser tomber l'argent et couper tout contact. Ces gens-là sont toxiques, ce mec laisse tomber. Mais ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. Les semaines suivantes, j'ai envoyé des rappels courtois mais formels. Tous ignorés. J'ai appelé 2 fois, laissé des messages, expliquant que la période de grâce se terminait. Aucune réponse. J'ai envoyé des lettres recommandées, détaillant les conséquences d'un défaut de paiement. Les lettres ont été reçues signées, mais jamais reconnues. Pendant ce temps, je vivais aux nouilles et bossais 70 heures par semaine pour refaire mon épargne. Élodie continuait de poster comme si de rien n'était photo avec Baptiste au resto shopping concert à 500 €. Maman affichait ses clubs de lecture, ses déjeuners caritatifs. Papa avait rejoint un nouveau club de golf, postait ses opportunités de réseautage. Il faisait la fête sur le pont du Titanic sans voir l'iceberg. Chaque poste plus déplacé que le précédent. Chaque relance ignorait un clou de plus dans le cercueil de notre relation. Après 2 mois de relance ignorée, j'ai franchi l'étape suivante. Dépôt officiel de plainte pour rupture de contrat auprès du greffe du tribunal de Lyon.
Pas de drame, juste la procédure standard, quand quelqu'un ne rembourse pas un prêt documenté. Je n'ai même pas pris d'avocat, juste payé les 75 € de frais et déposé le dossier. La greffière m'a reconnu, je lui avais amélioré la ventilation du bureau l'an dernier. 3 semaines plus tard, ils ont été assignés. D'après le huissier, Élodie a claqué la porte après avoir pris les papiers. Mes parents n'étaient pas là, les documents ont été laissés chez un voisin. Le même voisin qui se plaignait de mon vieux camion au lycée. 2 jours après, Élodie a posté une citation cryptique sur « La fausse famille » sur Instagram, filtre noir et blanc pour le drame. Maman a appelé le soir, je n'ai pas décroché. Son message, c'était d'abord des excuses, puis de la défense, puis de la colère. Ils étaient déçus que j'en sois là, au lieu de leur parler comme une famille. Drôle comme ils se rappellent, la famille seulement quand ils ont besoin. Je n'ai pas répondu, j'ai continué à bosser. J'ai décroché un gros contrat avec une chaîne d'hôtels à Lyon, embauché, 2 aides, à temps partiel. J'ai commencé à former Théo, un étudiant en BTS qui bossait pour payer ses études. Il apprenait vite mieux que moi à ses débuts. Son père passait parfois sur les chantiers avec des sandwichs maison pour nous deux. Des tamales qui rendaient tout le monde jaloux. Quand Théo a dit qu'il lui fallait un meilleur ordi pour ses cours de DAO, je lui ai avancé l'argent sans contrat, sans condition. Tu me rembourseras quand tu pourras. La surprise sur son visage en disait long sur ce qu'il attendait des gens avec de l'argent. 1 semaine a passé et la première vraie conséquence est tombée. La copropriété d'Élodie a lancé une procédure d'expulsion, pas à cause de mon prêt, mais parce qu'elle avait 3 mois de retard de charge, tout en dépensant en concerts et shopping. Elle a posté un coup de gueule sur l'économie et les inégalités, pas un mot sur ses choix ni sur les billets VIP à 500 €. En même temps, mon service de surveillance m'a alerté. Quelqu'un a tenté d'ouvrir une carte de crédit à mon nom, avec mon numéro de sécu et mon adresse. La demande a été bloquée car le numéro et le mail ne correspondaient pas. J'ai appelé le service fraude, monté un dossier, ajouté des protections. Je n'ai pas sauté aux conclusions, mais je me doutais. J'ai vérifié le tableau de bord. La tentative venait d'un appareil dans le quartier d'Élodie. L'employeur déclaré était auto-entrepreneur en marketing, exactement le métier d'Élodie sur LinkedIn. Pendant ce temps, la situation de papa à la compta empirait. Un de ses anciens clients petits patrons a posté sur le groupe Facebook du quartier pour demander si d'autres avaient des soucis avec la gestion de Gérard. Plusieurs ont répondu qu'ils vérifiaient leur compte. En quelques jours, 37 commentaires de clients en colère. La réputation de papa s'effilochait fil après fil. Je n'y étais pour rien, je n'ai appelé personne, juste arrêté de couvrir leurs erreurs. Le monde découvrait ce que je voyais depuis des années, et ce n'était pas beau à voir. Quand la tentative de fraude à la carte a mené à une enquête formelle, j'ai reçu un texto paniqué d'Élodie. « Faut qu'on parle de toute urgence. » Je n'ai pas répondu. J'étais sur un toit à installer une unité en pleine canicule. 3 jours plus tard, elle a réessayé. Ils disent que c'est du vol d'identité, mais c'est un malentendu. J'ai fini par répondre. Explique ça au service fraude, pas à moi. Elle a appelé 3 fois d'affilée. Je l'ai bloquée. Et je suis retourné réparer un ventilateur chez un client qui lui appréciait mon travail. Les choses se sont aggravées peu à peu. Je n'ai jamais eu à forcer, juste laisser leurs actes les rattraper. L'enquête a révélé 2 autres tentatives, une demande de prêt et un abonnement mobile. La piste menait directement à l'IP et à l'ordinateur d'Élodie. Un officier de la brigade financière m'a appelé, j'ai dit la vérité. Je n'avais autorisé personne. Et oui, ma sœur avait eu accès à mes papiers pour mes impôts. J'aurais pu retirer la plainte, dire que c'était un malentendu, mais après 3 jours de réflexion, j'ai laissé l'enquête suivre son cours. Les actes ont des conséquences. J'en avais fini d'être le bouc émissaire et la roue de secours familial. En plus, Élodie n'avait pas essayé de voler mon identité par désespoir, mais plusieurs fois méthodiquement, tout en postant ses journées spa et shopping. Pendant ce temps, mes parents géraient leurs propres problèmes. Un client de papa a porté plainte auprès de l'Ordre des experts comptables. 3 autres ont suivi. Il s'avère qu'il puisait dans les comptes clients toujours remboursés avant les contrôles jusqu'au jour où il n'a plus pu. L'Ordre a suspendu sa licence le temps de l'enquête.
Son profil a disparu du site du cabinet du jour au lendemain. Ma maman m'appelait tous les jours alternant culpabilisation et supplication. On est une famille, on te remboursera. Dès qu'on peut, comment peux-tu faire ça à ta sœur? J'ai tout gardé, mais je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à développer mon affaire, à former Théo, à gagner ma vie honnêtement. 4 mois après Noël, j'ai croisé oncle Bernard au magasin de bricolage. Il avait l'air épuisé, poussant un caddie plein de tuyaux. On a discuté dehors après le passage en caisse. « Tes parents sont chez moi », a-t-il dit en chargeant son camion. Ils ont perdu la maison la semaine dernière, saisie bancaire. J'ai hoché la tête sans savoir quoi dire. Élodie a des ennuis avec la justice. Usurpation d'identité, fraude, fausse demande de crédit. Elle dit que tu lui avais donné la permission. Non, j'ai répondu simplement. Je sais, il a soupiré. Ta mère est un vrai désastre, ton père ne dort plus. Ils n'arrêtent pas de demander quand tu vas les sortir de là. Ils ne se sont même pas excusés, j'ai fait remarquer. Pas vraiment. Ils me blâment surtout. Non. Bernard m'a regardé longtemps. Ils sont chez moi si tu veux leur parler. Après 2 jours de réflexion, je me suis retrouvé dans la rue de Bernard après un chantier. Sa petite maison à Villeurbanne semblait étroite avec 3 personnes de plus. La pelouse, d'habitude impeccable, était en friche. La BMW d'Élodie avait disparu, sûrement reprise par le leasing. Papa a ouvert la porte, il avait pris 10 ans en 4 mois, non rasé, cerne sous les yeux polo défraîchis, taché au col. Mathieu, il a dit, mélange de surprise et de lassitude. Maman est apparue derrière lui, les yeux pleins d'espoir désespéré. Mathieu, Dieu merci, tu es là, on essayait de te joindre. Le salon était encombré, des cartons partout, des valises dans les coins. Les vêtements de marque d'Élodie traînaient sur les fauteuils. Elle n'était pas là sûrement à une audience. L'odeur de trop de gens dans trop peu d'espace, parfum, cuisine, linge sale. Je n'ai pas accepté de m'asseoir, j'ai juste écouté leurs justifications, excuses, plaintes sur l'injustice de la banque, la persécution d'Élodie, l'économie trop dure. Vous avez essayé d'ouvrir une carte à mon nom, ai-je fini par demander pendant un silence. Ma voix était calme, posée, la même que j'utilise pour annoncer à un client qu'il faut changer tout son système. Papa a détourné le regard. Maman s'est effondrée. Élodie était désespérée, a-t-elle murmuré. Elle a fait une erreur, mais ils disent que c'est un crime, Mathieu. Un crime, elle risque la prison. Vous n'avez pas répondu à ma question, ai-je dit en croisant les bras. Maman s'est mise à pleurer, papa fixait le sol. Je prends ça pour un oui, ai-je dit. Vous saviez? Silence. D'accord. Vous n'avez même pas pensé que voler mon identité pouvait me nuire, ruiner mon crédit, que c'était mal? On allait tout rembourser, a marmonné papa. Avant même que tu t'en aperçoives? Et voilà, ils n'étaient pas désolés d'avoir fait ça, juste désolés de s'être fait prendre. Je restais pour eux le fils invisible, le filet de sécurité utile, uniquement à leur profit. Le gars qui aurait raté sa vie. Le procureur m'a appelé hier, j'ai dit calmement. Il m'a demandé si je voulais porter plainte ou trouver un accord. Ils ont levé les yeux, un espoir dans le regard. J'ai pas encore décidé, mais une chose est sûre, j'en ai fini d'être le paillasson de la famille. Si vous voulez mon aide, il me faut 3 choses. Des vraies excuses, un plan de remboursement légal, et Élodie doit faire face aux conséquences. Maman? Papa a commencé à protester, maman l'a coupé. Quelles conséquences? Travaux d'intérêt général au minimum, et elle doit avouer ce qu'elle a fait. Plus de mensonges sur un malentendu ou sur moi qui aurais donné permission. Elles se sont regardées, papa a baissé les épaules, maman a tordu son alliance, la seule qu'elle ait gardée en vendant tout le reste. On n'a plus d'argent, a fini par dire papa. La banque a tout pris. Ma licence est suspendue. Ta mère vend ses bijoux sur eBay. Débrouillez-vous. J'ai répondu, reprenant exactement ce qu'il m'avait dit pour l'université. C'est ce que font les adultes. Je les ai laissés là, dans le salon de Bernard, au milieu des restes de leur ancienne vie. Je suis retourné bosser.
Théo m'attendait sur un chantier. On a passé l'après-midi à installer des conduits. Je lui ai montré comment rendre tout parfait avant de refermer les murs. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite d'Élodie. Des excuses pour la première fois. Elle reconnaissait avoir utilisé mes infos, avoir menti, m'avoir traité comme de la merde pendant des années. Elle acceptait un accord avec la justice probation travaux d'intérêt général suivi financier obligatoire. Elle était désolée pour tout, pas seulement pour le vol d'identité, mais pour toutes les années, ça. L'écriture tremblait. Le papier était taché de larmes. Mes parents ont appelé le lendemain. Ils avaient trouvé un accord de remboursement de petits montants chaque mois dès qu'ils retrouveraient du travail. Papa cherchait comme comptable, maman avait postulé dans une école. Ils ont demandé s'ils pouvaient habiter chez moi le temps de trouver un appartement. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Assis sur ma terrasse au coucher du soleil, je me suis demandé ce qu'aurait fait Bernard, ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi si j'avais tout foiré. Finalement, vous ne pouvez pas vivre chez moi, mais je vous aiderai à trouver un logement. Ce n'était pas du pardon, mais une trêve. Une relation nouvelle avec des limites et du respect. Ça fait 6 mois. Élodie fait ses TIG dans un foyer pour sans-abri. Elle dit qu'elle apprend ce que sont les vrais problèmes. Mes parents vivent dans un petit appart à Bronn, survivent avec de petits boulots, remboursent leurs prêts à coût de 100 €, 150 € par mois. À ce rythme, ils me rembourseront à ma retraite. Mais ce n'est plus ça l'essentiel. Ils appellent parfois souvent quand ils ont besoin d'un conseil pour une voiture pas chère d'aide, pour réparer la clim d'un trajet quand le bus est en retard. J'aide quand je peux. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que je me souviens de qui je veux être. Ils apprennent lentement que le respect est à double sens, que j'ai des compétences dont ils ont besoin, que le déçu a finalement bien tourné. Mon affaire HVAC a ses hauts et ses bas, certains mois sont bons, d'autres plus justes. J'ai embauché Théo à temps plein, je lui ai tout appris. Il est doué. J'ai commencé à sortir avec une assistante vétérinaire de la clinique du coin, on va doucement. Mais elle respecte mon métier. Elle ne juge pas la réussite au nombre d'abonnés Insta ou au prestige du job. La semaine dernière, papa a envoyé un texto pour demander si je pouvais les aider à déménager dans un appart un peu mieux. L'actuel a de la moisissure noire et le proprio ne veut rien faire, s'il te plaît. On n'a plus d'autre solution. Je n'ai pas encore répondu, j'y réfléchis toujours. Pas pour les punir, mais pour trouver la limite entre aider et encourager, entre pardonner et être naïf. C'est la famille, mais cette fois, ce sera à mes conditions.